Bonjour à tous, bienvenue à ce balado de campagne municipale, campagne électorale municipale et en cette veille du vote par anticipation parce que oui, on est rendu à cette étape, on est rendu au 36e jour de la campagne qui en compte 45, semaine marquée par un sondage, segment Radio-Canada Le Soleil sur les intentions de vote à Québec, mais aussi à Lévis, puis on va en reparler. Autour de moi, à cette table, Olivier Lemieux, journaliste spécialisé aux affaires municipales. Bonjour Olivier. Bonjour. Alexandre Duval, animateur de Première Heure. Bonjour, Alexandre. Salut, Louise. Et c'est le retour d'Émilie Pelletier, journaliste au Soleil. Bonjour, Émilie. Bonjour, merci de me recevoir. Ah, bien, ça nous fait plaisir. Notre balado est enregistré tous les vendredis, mais d'abord, avec vous, Émilie, vous avez le privilège de commenter un petit peu cette semaine municipale. Semaine, le moins qu'on puisse dire, mouvementée. Encore une fois. Oui, pour faire changement. Il en reste plus qu'une, mais il y a quand même certaines choses qui ont bougé. Il y a certains éléments, moi, qui ont retenu mon attention. Puis je dirais que ça a commencé lorsque j'ai reçu les résultats du sondage le week-end dernier. J'ai été quand même étonnée de voir M. Lachance doubler M. Hamad dans les intentions de vote. Bon, on l'a dit, là, c'est statistiquement pas significatif, mais n'en demeure pas moins que c'est la première fois qu'on voyait M. Hamad passer au 3e rang. Et ça a teinté un petit peu le reste de la semaine. On en reparlera sans doute plus longuement. Mais quand même, à M. Lachance, un 16 14 M. Hamad. Et c'est ça. Ça a vraiment teinté le ton des échanges, des attaques cette semaine. Il y a des stratégies aussi lors des débats. Oui, absolument. Voici maintenant en 24 secondes le résumé de la semaine. Monsieur Lachance n'a pas l'expérience ni l'équipe pour arrêter le tramway. Parce que pour arrêter le tramway, ça prend l'expérience, ça prend l'équipe, les compétences. Vous avez et raison. surtout On n'a pas avoir un l'expérience, projet on n'a sur pas le mauvais place. pli non plus. Pour avoir de l'élan, il faut avoir une majorité. Cette campagne a été vraiment difficile. Une semaine, c'est moi. Une semaine, c'est mon adversaire de Leadership Québec. Mais c'est toujours des attaques qui sont faites envers des gens qui représentent l'opposition au tramway. Alors, débat Radio-Canada Le Soleil, c'est par ça qu'on va commencer cette émission. C'était mardi soir dans les locaux de l'Université Laval, avec en toile de fond un sondage qui donne, donc, on le disait, une avance significative au maire de Québec. Et tout le monde l'a compris, il est devenu, Bruno Marchand, la cible des attaques. Voici un exemple sur sa promesse de déménager l'incinérateur qui se trouve dans Limoilou à 1,3 km plus loin, dans Mézeray-les-Raies, district de Claude-Villeneuve. 1 milliard pour l'incinérateur, pour le déplacer de 1300 mètres avec aucune amélioration pour la qualité de l'air de Limoilou, c'est 770 000 $ du mètre de déménager l'incinérateur. Qu'est-ce que vous allez faire avec? Qu'est-ce que vous allez faire avec l'incinérateur, Je M. pense qu'il Villeneuve? faut avoir un plan de sortie de l'incinération, puis ça se fait sur longtemps. Donc, Et ce vous que vous allez le faire, là, rénovez. Alors, ça a été un exercice d'environ 1 heure animé donc par Bruno Savard, animateur du Téléjournal Québec ici. Performance, en fait, j'ai l'impression que personne n'a fait de contre-performance dans ce débat-là, peut-être à l'exception de Jackie Smith, qui était plus comme une spectatrice plutôt qu'une actrice de ce débat-là. Donc, si on est un électeur indécis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ressorti du lot? Peut-être avec vous, Olivier, d'abord. Je pense pas. Je pense en fait que ça fait plusieurs débats là, que le maire Marchand adopte la même stratégie, c'est-à-dire qu'il veut résolument demeurer au-dessus de la mêlée. Alors oui, il retourne certaines attaques, mais c'est jamais dans la démesure. Il initie bien peu d'attaques, se contente vraiment d'essayer là, d'expliquer son programme. Il joue défensif, mais je pense que l'état des attaques en a dit beaucoup sur l'état des campagnes des opposants du maire Marchand. Voir M. Villeneuve s'enflammer autant là, au sujet de l'incinérateur qu'on déménagerait potentiellement dans Mézeray. Qui est son district. Qui est son district. M. Villeneuve réalise que lui, là, ça va pas tellement bien et il doit sauver l'immeuble. Il doit sauver Mézeray. S'il ne passe pas à la mairie, ben, ça prend un colistier dans Mézeray qui va gagner pour qu'il conserve un siège au conseil municipal. Je pense qu'il va revenir sur ce clou-là parce que le déménagement de l'incinérateur, il faut bien le dire, c'est sorti de nulle part. On n'avait jamais entendu Bruno Marchand parler de ça. Et ça donne du poids à la thèse qu'il ait lancé ça un petit peu pour nuire à Jackie Smith dans Limoilou, gagner dans Limoilou, et que c'est peut-être un lapin sorti de son chapeau. Oui, parce que c'est un projet assez embryonnaire dans les cartons de la Ville de Québec. C'est pas quelque chose qui était prêt à être annoncé. Là. Assez comme d'entrée. Vous parliez de l'État. Ça nous en disait beaucoup sur l'état des campagnes électorales. Quand on regarde M. Hamad, M. Lachance, dans les dernières semaines, on sentait beaucoup que ça se passait entre eux, mais on a senti qu'il y avait un changement de stratégie lors du débat. Au lieu de s'entre-déchirer pour aller chercher le vote des anti-tramways, on a plutôt senti qu'ils s'attaquaient à ce qui voulait être leur principal adversaire à la course, qui est M. Marchand, Alex. C'est probablement la stratégie la plus efficace pour les deux, s'ignorer.
faire semblant que l'autre n'existe pas pour attirer toute l'attention sur soi et donner l'impression qu'on est le véritable deuxième dans cette course à la mairie derrière Bruno Marchand. Maintenant, je me serais attendu quand même à quelques petites passes d'armes entre les deux. Je me serais attendu à ce que les deux cherchent à démontrer voici comment je peux avoir le dessus sur Sam Hamad si je m'appelle Stéphane Lachance et voici comment je peux avoir le dessus sur Stéphane Lachance si je suis Sam Hamad pour donner une chance aux 10-12 jours de campagne qui restent pour inverser cette tendance-là chez M. Hamad ou pour poursuivre sur cette tendance-là chez M. Lachance. Je ne sais pas si vous me suivez, là. Théorie de l'ignorance. Mais là, on a vraiment choisi de sciemment s'ignorer, ce qui... J'ai hâte de voir quel résultat ça va donner d'avoir choisi de faire semblant que l'un et l'autre n'existent pas dans ce débat-là. Mais n'oubliez pas que les électeurs de ces camps-là voulaient une fusion, Alexandre. Et ça, il y a beaucoup de ressentiment que ce ne soit pas arrivé. Alors, moi, je comprends que dans les deux camps, là, on fait le calcul qu'en s'attaquant, on va s'antagoniser encore des électeurs qui voulaient une paix qui n'arrivera pas et qui sont encore déçus que le vote d'opposition soit divisé. Émilie? Je pense effectivement qu'on s'est rendu compte que de s'attaquer entre nous, ça n'avait rien apporté de positif. Et là, on a peut-être voulu mettre un terme, finalement, à la semaine précédente où, justement, il y a eu toute cette foulée d'alliances avortées, de tractations, de potentielles illégalités à travers tout ça. Il ne faut pas oublier quand même que ce sont des chefs qui courtisent le même électorat aussi. Et à donc 16 et 14 même s'ils se grugent des intentions de vote entre eux, ça ne demeurera pas suffisant pour battre Bruno Marchand, qui est à 40 dans les intentions de vote. Alors, je pense aussi qu'il y a une volonté de peut-être montrer qu'on peut élargir et essayer d'aller gruger des votes peut-être auprès d'autres chefs. Mais en même temps, c'est intéressant parce que jusqu'à maintenant, la campagne de M. Marchand, c'est un sans faute, c'est-à-dire qu'il n'a pas commis encore de grandes erreurs. Mais le fait qu'on est en train de s'entre-déchirer entre M. Hamad et M. Lachance, ça éclipse aussi sa campagne à lui, qui passe un petit peu dans l'ombre. C'est la première fois que M. Marchand était sur le grill, je dirais, dans cet affrontement. En même temps, le sondage qu'on a eu cette semaine nous démontre que M. Marchand semble avoir une avance plutôt confortable, que la majorité des gens qui lui sont favorables ont l'intention d'aller voter, ou tout près de 50 comparativement à ses adversaires qui ont des partisans qui sont peut-être moins enclins à aller voter. Alors, si on se place dans la position de Bruno Marchand et de son équipe, de passer un peu sous le radar pour les 10 prochains jours, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle parce qu'il y a peut-être plus de gains à faire. Et puis, en n'alimentant pas de controverses, on évite peut-être de faire des pertes inutiles. Donc, je me pose la question à savoir si cette situation-là ne le sert pas jusqu'à la fin de la campagne, si ça reste comme ça. C'était un débat à 6 qu'on a présenté à Radio-Canada, puis c'est quand même probablement l'événement le plus grand public, parce qu'il y a eu d'autres événements, mais qui n'avaient peut-être pas le même rayonnement. Claude Villeneuve, Jackie Smith, Claude Villeneuve a été égal à lui-même, je pense, dans sa performance, toujours très bien préparé. Jackie Smith, je le disais tantôt, un petit peu plus spectatrice. Et on sent qu'ils envisagent la fin de la campagne différemment. Un en se disant « je vais aller jusqu'au bout » et l'autre qui s'avoue un peu vaincu. On va les écouter. Je vous l'ai dit, je vais aller chercher cette mairie avec les dents. OK? Je ne lâcherai aucun effort, nuit et jour, jusqu'au 2 novembre pour présenter ma vision, puis aussi pour présenter les excellents candidats que je présente dans chacun des districts. Et je choisis Québec. Et je choisis encore Québec. Et je choisirai. Je vais choisir. Je choisirai, c'est correct. Toujours Québec. Mais ça a l'air que peut-être Québec ne me choisira pas. C'était tout un aveu, puis c'est à votre question, Olivier, d'ailleurs, à laquelle elle répondait. Elle a répondu longuement sur cette campagne qui ne va pas de la façon dont elle le souhaitait, qu'elle ne retire pas les fruits des propositions qu'elle fait aussi. En même temps, quand elle parle avec son cœur, Mme Smith, des fois, elle réussit à aller toucher des cordes sensibles. Est-ce qu'à votre avis, c'est bon ou pas bon, la sortie qu'elle a faite lors du débat? Je ne suis pas certain encore 3 jours plus tard. Je pense qu'elle a parlé avec son cœur. Je pense qu'elle souhaitait, en quelque part, donner un électrochoc à sa base militante, faire réaliser à des gens là, que
on arrive au 2 novembre pratiquement, là. Il reste plus beaucoup de temps. Et si je disparais, parce que c'est ça qui est à l'enjeu, si Transition Québec disparaît, sa prétention, c'est que le maire aura plus la conscience verte qu'il tire un peu à gauche. Mais moi, on a entendu de la tristesse, peut-être un peu de résolution dans cet extrait-là. Moi, je peux vous dire que 3 jours plus tard, à Transition Québec, il y a même un sentiment qui avoisine la colère. On a l'impression de s'être fait voler cette campagne-là par des enjeux périphériques, par des campagnes qui ont été éclaboussées par des controverses, voire des scandales. Et pour eux, c'est terrible. C'est vraiment terrible parce qu'on a le sentiment qu'on n'a pas parlé des enjeux déterminants pour Québec. Et ça, on blâme beaucoup Respect citoyen et Leadership Québec. En même temps, c'est un peu ça, une campagne électorale. Des fois, il y a du bruit, puis c'est vrai que c'est difficile de sauter dans la mêlée comme ça. En même temps, elle a bien saisi l'occasion qu'elle avait, Émilie, là, cette semaine, en prenant la parole, puis en prenant justement cet espace qu'on lui avait peut-être enlevé durant la campagne. Oui, puis je veux rebondir sur la colère également, parce qu'il y avait une colère chez Mme Smith aussi qu'on a senti de se faire, et ce qu'elle a dit, c'était qu'elle se faisait voler ses idées. Et pourtant, moi, c'est une posture quand même, disons, de victime qui m'a quand même étonnée chez elle parce qu'au cours des 4 dernières années, on a été habitué à un ton très combatif de Mme Smith, les convictions qu'elle allait mener jusqu'au bout, même devant l'administration Marchand qui parfois elle a senti qu'il récupérait ses idées. Donc, moi, la posture de cette semaine, ça m'a étonnée. Puis je trouvais quand même qu'elle avait réussi à prendre sa place au cours du débat. C'est vrai qu'elle n'a pas été très présente, mais n'en demeure pas moins que lorsqu'elle prenait la parole, on n'a qu'à se souvenir du moment où elle a ramené sur la table le fait que 2 de ses adversaires ne demeuraient pas à Québec. Ça a été quand même une déclaration qui a été reprise partout et je pense que ça percole, ça peut lui servir dans ce cas-là. C'est un cri primal qu'elle a lancé, Jackie Smith, à la fin du débat. Puis je vais vous dire une chose, la sincérité en politique, c'est sous-estimé. Parce que les politiciens et les politiciennes s'entourent de conseillers, de stratèges qui vont les aider à formater le message, à contrôler le message. Appelez ça comme vous voulez, la cassette, la langue de bois. L'électorat en a ras-le-bol de ça. Et plus les politiciens se rapprochent du pouvoir, plus ils ont tendance à être prudents, plus ils ont tendance à contrôler le message parce qu'ils ne veulent pas de distraction, ils ne veulent pas en échapper. Jackie Smith, à 3 % dans les intentions de vote, elle est très, très loin du pouvoir. De nier que sa campagne ne va pas comme elle l'aurait souhaité, ça aurait été de nier l'évidence. Elle n'avait rien de bon à tirer de ça. Regardez ce qui s'est passé. Elle a parlé avec son cœur. Tout d'un coup, elle se taille une place dans les médias. Tout d'un coup, les gens qui ne lui portaient pas attention cette semaine ont eu une raison de dire « Hey, attends un peu là, cette femme-là, elle est dans la course, elle semble avoir des convictions, elle a quelque chose à proposer. » Et peut-être pour certains, ça a été rafraîchissant. Donc, Jackie Smith, moi, je pense qu'en faisant le pari de la sincérité puis en admettant qu'elle n'a pas ce qu'elle veut comme campagne, ça peut pas lui nuire. À tout le moins, ça peut pas l'amener plus bas. Et à l'inverse, vous avez un Stéphane Lachance qui, lui, avoue ouvertement qu'il récupère toutes les bonnes idées de ses concurrents. On va l'écouter. Alors, on vous annonce les promesses des autres. Alors, ce n'est pas une simple annonce, c'est un geste politique sans précédent à Québec, un geste de courage et d'humilité. Alors, Stéphane Lachance qui va chercher le complexe sportif de Beauport de Québec, Fort-et-Fier, entre autres, la gratuité du stationnement pour les vétérans de Leadership Québec, la lutte à la sécurité aux gangs de rue de Québec d'abord et la conversion de bâtiments de logement de Transition Québec. Est-ce que ça prend du courage pour faire ça, comme il le prétend? Ben, je sais pas, mais moi, je veux surtout rebondir sur le fait que lui aussi joue à la victime. Parce que ce qui a teinté la fin de cette semaine de campagne l'avant-dernière, c'est Respect citoyen qui décide d'exclure le Soleil et Radio-Canada d'un point de presse. C'était jeudi. Ben, c'est l'extrait qu'on a entendu. On n'était pas présent sur place. C'est pour ça que le son est moins bon. Exactement. C'est tiré de son lien Facebook. Il accuse le Soleil et Radio-Canada d'acharnement médiatique. Et c'est surtout là, les questions serrées qu'il a reçues dans la foulée du débat de mardi par rapport à son lieu de résidence qui ont mis le feu aux poudres parce qu'à Respect citoyen, on estime que tout a été dit. Mais que voulez-vous, Louise? L'enjeu continue à coller, c'est récupéré par les adversaires et c'est notre job de commenter et de décrire ce qui se passe dans l'action. Et cette semaine, quand le Soleil a fait un article sur le dossier de conduite de M. Lachance et qu'on a appris que M. Lachance avait vu son permis de conduire suspendu 6 mois en 2023, ben c'est d'intérêt public, ça, Louise. Et je sais que chez Respect citoyen, ils pensent que c'est pas le cas, que c'est du périphérique et qu'on n'avait pas à en parler.
Moi, je prétends que c'est d'intérêt public. Oui. On est donc, il y a eu ce sondage et ce débat, puis on tombe un peu dans la dernière semaine de campagne. Si on regarde un petit peu les stratégies, on évoquait Marchand tout à l'heure, le maire sortant, qui, lui, peut-être qu'il aimerait mieux être à l'écart dans les prochains 10 jours pour continuer sa campagne. Néanmoins, il demande une majorité, Alexandre. Oui, il demande une majorité. Ça agace ses adversaires parce que ça donne l'impression qu'il est arrogant. Moi, j'ai envie, par contre, de vous dire, rappelez-vous ce que Régis Labaume disait lors des dernières élections auxquelles il a participé. C'est pas grave s'il n'y a pas d'opposition à l'Hôtel de Ville. Les médias vont jouer le rôle d'opposition. Puis il n'a pas traité les médias de manière particulièrement gentille non plus durant ses mandats. Donc, c'est pas inhabituel que des chefs de parti qui sont en bonne posture veulent carrément écraser les oppositions. François Legault a demandé un mandat fort aux dernières élections provinciales. Doug Ford a demandé la même chose en Ontario. Le pas à ne pas franchir, c'est de dire, si vous élisez un conseiller de l'opposition dans un district, ça va peut-être être plus dur de réaliser des projets dans ce district-là. Votez du bon bord. Et ça, c'est problématique parce que, de un, c'est pas les conseillers qui décident de tout ce qui va se faire dans leur district, c'est le comité exécutif. Donc là, ce serait de prétendre que d'élire quelqu'un de l'opposition, ça pourrait nuire à des projets. Ça, honnêtement, c'est la limite à pas franchir si vous voulez pas avoir l'air d'un autocrate. Et Émilie, M. Marchand est allé presque sur cette ligne-là. Hein? Et ça a été, c'est ce que j'allais dire, Alexandre. Il ne l'a pas dit comme ça, mais il l'a dit un peu à l'inverse. Si on élit un conseiller qui se retrouve au pouvoir, c'est un accès direct au maire. Et ce qu'il disait, c'est qu'au cours des 4 dernières années, il y a peut-être certains districts qui ont souffert d'avoir des conseillers de l'opposition. C'est un peu ce qu'il tentait de dire lorsqu'il dit il y a des districts où on ne m'a jamais rapporté des enjeux, qu'il y avait des dossiers prioritaires où j'ai jamais eu de lien avec ces conseillers-là. C'est donc au maire d'aller rencontrer ces conseillers-là. Oui, il est le maire de tous les citoyens de la ville. Et il a quand même nuancé en disant, justement, on va vivre avec le résultat du vote le 3 novembre et on n'a jamais gouverné de façon partisane et s'est défendu de ça. On sent qu'il lâche rien, mais quand même, on sent un peu... Et ça donne quand même une impression de confiance, donc ça peut lui servir aussi. Ou ça. le desservir. Monsieur Hamad a décidé lundi dernier qu'il allait faire campagne tous les jours jusqu'à la fin, ce qui n'est pas un peu trop tard pour lui de se lancer dans une campagne électorale maintenant, Olivier? C'est étonnant. Honnêtement, là, la campagne de M. Hamad, il a mis du temps à se préparer, à se mettre en marche, mais là, c'est vrai qu'on le voit tous les jours. Et sur les médias sociaux, là, on a commencé à mettre en ligne des vidéos chaque jour. C'est le candidat Patrick Paquette dans les Saules qui est souvent mis en vedette sur une panoplie d'enjeux. Alors, on met le paquet, comme on dit. Est-ce que c'est trop peu, trop tard? C'est sûr que ça vient tard, à peine à quelques heures du vote par anticipation. D'autant plus qu'il commence à y avoir une certaine fatigue, je pense, de l'électeur avec cette campagne pleine de rebondissements. C'est sûr. Puis est-ce qu'on a vraiment, Alexandre, quelque chose à annoncer? Samamad a plein de choses à annoncer. Et c'est ça qui est surprenant. C'est que là, cette semaine, on nous arrive avec l'idée d'abolir la réglementation sur les foyers. On nous arrive avec l'idée de ramener un marché dans le Vieux-Port. Et tenez-vous bien, dans l'équipe de Samamad, on dit il en reste des grosses cartouches comme ça à sortir d'ici la fin de la campagne électorale. Et là, la question qu'il faut se poser, c'est comment se fait-il qu'au moment où on attendait tous les promesses de Samamad et les idées de Samamad et que la patinoire était totalement libre pour lui et son équipe, ces grosses cartouches-là n'ont pas été sorties. Quand vous regardez la plateforme électorale de Leadership Québec qui est arrivée sur le tard et que vous faites CTRL-F et que vous tapez foyer ou marché, vous n'allez rien retrouver dans la plateforme de Leadership Québec. Je soulève la question. Ces idées étaient discutées depuis combien de temps chez Leadership Québec? Est-ce que ce sont des lapins sortis d'un chapeau en fin de campagne pour essayer d'inverser une tendance à la baisse? Leadership Québec va vous dire que non. C'est en discussion depuis un certain temps. Mais si vraiment on espère aller chercher des votes avec des idées aussi importantes que celles-là qui touchent directement le quotidien des citoyens, pourquoi ne pas en avoir parlé plus tôt et avoir profité de 45 jours de campagne pour marteler le message? C'est une stratégie pour le moins étonnante. Mais M. Hamad l'a dit aussi, par contre, il a dit que c'était sa stratégie depuis le début de sortir mettre le paquet à la fin. Les pour 2 lui, dernières tout se semaines. joue à 2 semaines du vote. Oui, effectivement. M. Hamad, qui lui aussi s'est dit victime d'acharnement cette semaine, c'était vraiment le mot de la semaine pour les opposants. On va parler de Lévis parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Là-bas aussi, il y a eu un sondage cette semaine, puis il y a véritablement, Émilie, une course à 3.
même si les idées se ressemblent, visiblement, il y a une question de leadership. La question, c'est de savoir, entre M. Blaney, Mme Demers et M. Bonin, qui va pouvoir faire en sorte que ces idées-là avancent. Oui, parce qu'on l'a vu encore hier lors du débat qui était animé juste ici par Guillaume Dumas entre les 3 opposants, les 3 candidats à la mairie de Lévis, oui. Et ce n'est pas nécessairement à travers les idées que ces candidats-là vont se démarquer, mais effectivement à travers peut-être ce qu'ils représentent, leur stature. Et en ce sens-là, c'est pas étonnant que M. Blaney se retrouve à 37 %, donc en avance d'une quinzaine de points devant sa plus proche poursuivante, Mme Demers. C'est quelqu'un qui est connu, qui jouit d'une notoriété assurément sur son passé de député fédéral. Et donc, je pense qu'en ce sens-là, ça lui sert. C'est pas l'homme qui a mené la campagne la plus éclatante non plus. Il n'a pas été très présent. Non. Donc, pour lui, le simple fait d'être Stephen Blaney jusqu'ici, ça lui a servi. Oui, mais il y a comme des parallèles à faire avec la campagne de Québec, parce que M. Hamad aussi misait beaucoup sur sa notoriété, mais on n'a pas vu le même résultat dans les intentions de vote. Reste que le fait que M. Lehouillier quitte après 3 mandats, il reste une place à occuper. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vraiment se dessine jusqu'à maintenant, Olivier? Bien, en tout cas, Serge Bonin, quand vous parlez de parallèle avec Québec, là, lui espère répéter la performance de Bruno Marchand en 2021. M. Bonin de Repensons Lévis dit, regardez, la montée de M. Marchand s'est poursuivie jusqu'au dernier jour en 2021 et c'est en plein ça qui va se passer. Oui, j'étais à égalité statistique avec Mme Demers en 2e place, mais croyez-moi, je suis en montée. On verra pour la suite, mais il a encore un déficit de notoriété. Et lui appuie un SRB. Ça, c'est des lettres qui sont pestiférées à Lévis, tandis que M. Blaney lui dit « Non, il n'y en aura pas ». La grande différence entre Stephen Blaney et Sam Hamad, c'est que Stephen Blaney est resté une rumeur pendant un petit peu plus longtemps que Sam Hamad. Je m'explique. Sam Hamad, lorsqu'il n'était qu'une rumeur en politique municipale, il caracolait dans les sondages. Stephen Blaney a lancé sa campagne quelque part en février, a créé son parti quelque part en février. Depuis le début de la campagne, fait des annonces, mais il n'y a pas eu de controverse liée à l'intelligence artificielle. Il n'y a pas eu de controverse liée à l'utilisation d'images d'une autre ville. Il n'y a pas eu de controverse liée à qu'est-ce qu'on aurait potentiellement à offert en échange d'un candidat qui se tasse. En fait, il n'y a pas eu de controverse. C'est un ingénieur enregistré. Alors, la grande différence, elle est là, c'est que Stephen Blaney a su surfer sur sa notoriété tout au long de la campagne et n'a pas été embêté par des controverses. Je vous dirais que si Sam Hamad était parvenu à faire la même chose à Québec, avait évité tous les écueils des dernières semaines, des derniers mois, probablement qu'il serait beaucoup plus haut dans les sondages qu'il ne l'est aujourd'hui. On parle quand même d'une campagne sac à surprise, là. C'est comme ça que le sondeur parlait de la campagne à Lévis, même si M. Blaney a 15 points d'avance. Mais ce qui l'avantage peut-être, c'est qu'il réussit à aller chercher des gens qui étaient satisfaits de ce que M. Lehouillier a fait et insatisfaits de ce que M. Lehouillier a fait. M. Lehouillier, qu'on n'a pas vu encore dans cette campagne, on nous dit qu'il devrait peut-être apparaître la semaine prochaine. On dit qu'il est sur le terrain. Oui, ça oui, mais il n'y a rien comme avoir une photo avec sa candidate. En tout cas, Mme Demers l'espère certainement. Il reste 30 secondes, oui, c'est ça exactement. Moi, ça m'étonne, en fait, oui, parce que c'est quelque chose qu'on avait vu à Québec. On avait vu beaucoup en 2021, M. Labaume, aux côtés de Sado. Non. Je m'inscris en faux, moi. Je me rappelle qu'à la fin de la campagne, on ne le voyait plus. Mais au début, lorsqu'il l'a présenté, c'est collé sur elle et je pense que ça pourrait, en ce sens-là, servir à Mme Demers. En 2 secondes, ça n'a pas toujours été des amis, Mme Demers et M. Lehouillier. Il ne faut pas oublier ça. Oui. Ben, je pense que vous avez un point important. Alors, c'est le vote par anticipation dimanche 26 octobre. C'est de midi à 20h. C'est parti. Après, il reste une semaine. Amusez-vous dans cette dernière campagne, la semaine de campagne. À bientôt, tout le monde.